Un nouveau jour, un nouveau rendez-vous, toujours avec votre émission Grand Jury, avec votre humble serviteur Rodrigue Aego. Merci donc à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour ce rendez-vous de ce mercredi. Nous disons également bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les écrans de la télévision Espoir 47 dans la préfecture de Zion, également sur les ondes des médias partenaires Radio KMTB, la 102.7 FM à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Aneho et puis le www.ebenradio.com sur le web, sans oublier en visuel sur le www.togovision.com également sur le web. Nous faisons également un clin d'œil à togo-online.co.uk qui reprend quelques séquences de cette émission sur son site. Bien de choses donc, merci pour votre accompagnement. Nous profitons de cette occasion pour dire bonjour à tous les Togolais de la diaspora, tous les Togolais qui sont en France, en Belgique, en Angleterre, où que vous soyez. Bonjour à vous toutes et à vous tous, surtout à Nicolas Lawson, notre cher ami, qui est très fidèle à cette émission et sa famille. Nous avons dans les kiosques ce matin le journal Togo Niban, mais avant de vous scruter un tout petit peu sa une, nous allons vous décliner un peu les sujets qui vont marquer notre rendez-vous. Nous allons bien évidemment aller au Burundi, jeter un regard d'observateur sur le déroulement de l'élection présidentielle là-bas. C'était hier, même si on ne connaît pas encore les résultats. D'aucuns estiment que le président sortant Pierre Nkurunziza serait parti pour un troisième mandat très controversé. Nous allons en parler. Nous allons revenir dans notre cher pays, parler de la pénurie et du suivi d'augmentation de prix de produits pétroliers. Nous allons, si le temps le permet, aller vers la corruption et allumer le projecteur sur les gros pilleurs de la République. Voilà donc les grands sujets qui vont meubler nos échanges ce matin, et c'est avec deux invités que je vais vous présenter avant la une du journal Togo Niban dans les kiosques ce matin, qui nous relance dans les coulisses ou dans les travers, on va dire, de l'affaire d'escroquerie internationale. Togo Niban titre alors affaire hautement politique dite d'escroquerie internationale. Qui garde au juste Pascal Bodiona en prison, s'interroge le journal, et qui revient écrire donc en interrogation à qui profite le crime. Avec autant d'interrogations, pourquoi Bodiona est maintenu en prison sans procès malgré un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO? Point d'interrogation. Autre titre à lire à la une du journal: Hissène Habré devant ses juges africains, un feuilleton judiciaire extraordinaire. Point d'exclamation. Et puis le journal a repris 23 ans après les faits. L'ex-président tchadien Hissène Habré est jugé depuis ce lundi 21 juillet au Sénégal pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Un procès historique qui se tiendra pendant 3 mois, nous informe Togo Niban. Et puis Togo en bref, dans cette rubrique, le journal s'intéresse à la hausse des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers ont augmenté depuis mardi dernier à la pompe au Togo. Cette situation est pressentie depuis une semaine par les consommateurs qui avaient des difficultés à se procurer les produits pétroliers dans les stations. Voilà ce qu'écrit Togo Niban. Et puis la FIFA a annoncé cette semaine que son congrès extraordinaire, qui doit élire un nouveau président, aura lieu le 26 février 2016 à Zurich en Suisse. Et puis, les familles des 4 victimes de l'accident de la cimenterie Wassem Tabibo recevront chacune 10 millions de francs CFA du gouvernement, a annoncé jeudi passé le secrétaire général du syndicat des mines. Autre chose à savoir, Conseil santé, ce que vous ne savez pas sur l'ail. Dossier Togo Niban, la dépigmentation dans l'Afrique noire, mode ou esclavage, s'interroge le journal rapidement avec son directeur de publication qui est avec nous autour de ce plateau, José-Éric Gagli. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les spectateurs de la télévision Espoir 47. Voilà, aujourd'hui j'ai quand même réussi à le dire, Espoir 47, à tous les auditeurs de la radio KMTB qui nous suivent depuis Lomé, à la diaspora qui nous suit très fréquemment, ils nous suivent, voilà, surtout à Londres, voilà, qui nous suit très fréquemment. Et je dis bon vent à tous les Togolais et je dis à tous les prisonniers politiques incarcérés dans nos prisons que le jour est loin, mais la nuit viendra. C'est-à-dire la nuit est longue, mais le jour vient. Très bien, ça c'est parole
de cette personne à qui nous profitons de l'occasion pour souhaiter une énième fois encore de repos à son âme, Epiphanius Sylvanus Olympio, pour ceux qui le connaissent, celui-là qui s'est battu. Aujourd'hui, on parle d'un Togo indépendant. Eli Mensa, il est le directeur à l'information de l'agence La Verte. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour Eric, bonjour aux spectateurs et auditeurs et internautes qui nous suivent et qui nous suivront. Ça fait plaisir de retrouver vos studios. Ça fait un moment, on a déserté. On est là, c'était pour la bonne cause. Le train-train du au quotidien, on n'avait pas vraiment le temps, mais pour la bonne cause, on est là ce matin. Voilà, merci donc pour la disponibilité. Rapidement, Eric, avant d'aller dans les sujets que nous avons proposés tout à l'heure, nous allons aller à la une de votre journal. Pourquoi encore un scoop sur cette affaire, vous titrez hautement politique, dite d'escroquerie internationale? Vous savez, je suis revenu sur cette affaire Bodjona parce que je me suis posé tellement de questions. Qu'est-ce qui se passe avec M. Bodjona? Pourquoi M. Bodjona est toujours en prison? Est-ce que les choses sont confirmées? Est-ce qu'il a réellement escroqué, comme on dit? Il n'y a pas encore procès. Non, attendez, laissez-moi finir. C'est les questions que je me suis posées. Et ces questions m'ont amené à fouiller, à faire mes enquêtes, à essayer de voir exactement la situation de notre ami M. Bodjona. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Je me suis rendu compte que notre pays, le Togo, est un pays à part et entièrement à part. C'est-à-dire? Je répète, notre pays, le Togo, est un pays à part entièrement à part, et à part entière. Vous savez, dans ce dossier Bodjona, c'est vrai que nous avons, tous les Togolais ont eu à vent de cette histoire d'escroquerie internationale, mais M. Bodjona, restant toujours en prison sans procès, a bien sûr cherché par tous les moyens à avoir, comment dirais-je, soit pas à se blanchir, mais chercher tous les moyens. Lors de sa dernière conférence de presse dans un hôtel à Lomé. À Lomé, oui, que le droit soit dit. Et dans la recherche de ces droits-là, il s'est adressé à la Cour de justice de la CEDEAO, mais qui a rendu un arrêt. L'arrêt a été rendu depuis si j'ai bonne mémoire, le 20 juin. L'arrêt a été rendu, je pense, le 20 juin 2012. M. Bodjona a été repris en prison depuis le 24. 2012, c'est plutôt la chambre d'accusation. Voilà. Qui avait été qui a revu un peu la situation et absolument. a rendu un arrêt. Voilà. Parce que j'ai eu à débattre ce sujet avec deux autres éminentes personnalités. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Bodjona est toujours maintenu en prison, d'abord sans procès, alors que la Cour de justice de la CEDEAO ne trouvant rien dans ce dossier, c'est-à-dire il n'y a aucune preuve, l'État togolais n'a pas fourni de preuves, rien du tout qui peut pousser à l'interpellation, le maintien de M. Bodjona en prison. Donc je me dis aujourd'hui, M. Bodjona est en prison, ses droits sont bafoués, là on risque de se plonger dans ce que j'appelle, c'est une victime de la société togolaise. Il est devenu, en griffe, selon mes analyses, plutôt un prisonnier politique. Pourquoi je dis prisonnier politique? Parce que quand la CEDEAO, qui a été mise au point. Et puis il faut rappeler que cette cour de la CEDEAO a été présidée à l'époque lorsque la cour a siégé par une compatriote. Absolument. Et quand cette cour, que je dis une cour assez noble, donne un arrêt ou prend des décisions, je pense que l'État togolais doit s'y conformer. À l'époque, on pensait que c'était la Gambie ou d'autres États qui étaient un peu hors la loi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si on ne fait pas attention, le Togo devient un pays hors la loi. Pourquoi je le dis? Parce qu'un État qui ne se conforme pas aux règles, qui ne suit pas les décisions sur le plan international, moi je qualifie cet État d'État voyou.
excusez-moi l'expression, d'État voyou. Parce que, pourquoi je le dis? Non, écoutez-moi. Dans une famille, ou dans une société, quand une personne ou un individu ne veut pas se conformer aux règles de la société ou ne suit pas les principes qui régissent ces sociétés-là, il devient voyou. On le traite de voyou partout. Vous et moi, on le traite de voyou. Un enfant qui ne veut pas rester à la maison, qui passe son temps, il ne respecte pas les règles de la maison, il devient un petit voyou dehors. Donc, si l'État togolais aujourd'hui ne se conforme pas à la décision de la CEDAW, ne libère pas M. Boujona, ou soit rapidement pour qu'on puisse voir où se trouve la vérité, je qualifie le Togo aujourd'hui d'État voyou. Bon, écoutez, M. Boujona en prison, sans procès, ça c'est une chose. On l'accuse d'une affaire d'escroquerie où les co-auteurs, si j'ose dire, de cette histoire d'escroquerie, on ne les voit jamais. Eux, ils sont à l'air libre, absolument. À l'époque, on avait cité l'ancien ambassadeur du Togo au Ghana, Denissan Bipi. On avait également cité une dame, Moumira Awa. Voilà. Il y a plein de personnes dans ce dossier, mais toutes ces personnes-là sont en liberté. Et pourquoi M. Boujona est maintenu en prison? C'est pourquoi je qualifie sa prétention. Ou bien toujours poursuivi? Poursuivis, mais ils vont où ils veulent. Ils sont en liberté, même si c'est une liberté conditionnelle, bon, je ne peux pas l'appeler comme ça, mais ils sont quand même en liberté aujourd'hui. Ils vont où ils veulent. Ils s'occupent de leur famille. Ils sont chez eux, dans leur famille. Or, M. Boujona, aujourd'hui, il a une femme, il a des enfants. Il est là, maintenu en prison, loin de ses enfants, loin de sa femme. On se demande pourquoi. Donc c'est pourquoi je qualifie cette détention purement et simplement politique. Rappelez-vous quand M. Boujona, à l'époque, dans un hôtel de la place, avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. En fait, est-ce qu'il l'avait annoncé? Non, il a dit, puisque j'y étais également, il a dit qu'on ne peut pas interdire à un sculpteur de sculpter, de tailler le bois. Absolument, il est assez intelligent, M. Boujona. Voilà, il est en train de parler en parabole. Il s'est retrouvé à un carrefour, il dit soit il faut retourner à la maison, dire papa j'ai péché et puis recevoir tout le plus possible, ou soit aller se cacher chez un voisin, construire. Absolument, vous avez dit une très bonne analyse, c'est ce qu'il avait dit, mais en homme averti. On comprend l'intention à l'époque de M. Boujona quand il parlait comme ça. Donc, il pensait qu'il allait justement être candidat. Les gens pensaient, même moi je l'ai pensé. Donc, quelque part, ça fait peur. Donc, quelque part, il risquait de faire de l'ombre à notre, excusez-moi l'expression, de notre prince, ça y est, M. Fornia Singbe. Donc, il fallait rapidement le mettre quelque part. Donc, et là, vous ne cachons pas les choses, hein, soyons assez francs. M. Boujona vient d'une communauté. M. Boujona, soyons clairs, est kabien. M. Fornia Singbe, soyons clairs, est kabien. Je ne tire pas sur ça, mais je veux vous expliquer quelque chose. Permettez, avant d'aller plus loin dedans, je crois que ce dossier oui, bien, je crois que... Comment vous l'analysez? C'est vrai que ça fait longtemps, finalement, d'aucuns l'appellent feuilleton. C'en est un, parce que pour nous, il s'agit d'un feuilleton politico-juridique. C'est un dossier où la politique et le droit se mêlent et s'entremêlent. Vous êtes dans une affaire où celui qui vous accuse disparaît. On ne le retrouve plus. Il ne se plaint même plus. Et on garde le sujet à l'intérieur d'une prison. Mais je crois que M. Boujona, c'est une perte pour UNIR. Son absence, une perte sur la scène politique. Nous avons vu le monsieur dans sa façon de conduire les affaires et les dossiers du parti UNIR. Et c'est un renard en politique, c'est un homme de terrain, il n'est pas un homme de bureau, il sait conduire les affaires, il sait utiliser les mots pour que l'adversaire en face ne se sente pas heurté. Absolument. C'est une façon très, très habile et très intelligente de faire de la politique, au même titre que d'autres acteurs encore, hein, que j'apprécie beaucoup, comme Solitoki. C'est des acteurs, M. Solitoki, et c'est des acteurs franchement de grande qualité, des pièces maîtresses de la machine. Et je crois que la machine UNIR et les quelques problèmes que nous avons constatés ces derniers temps, je peux dire que c'est l'absence de Boujona. M. Boujona a énormément joué dans ce contexte-là. Et moi je dis... Mais il y a quand même des cerveaux là-bas. Oui, Dieu n'a pas fini, comme je dis toujours, de susciter des intelligences à gauche et à droite. Mais je
jusqu'à date, c'est des gens qui ont fait des preuves. Et M. Bodiona, ce n'est pas n'importe qui dans le contexte togolais. Et qu'on le garde en prison sans procès, pour moi, c'est quand même inadmissible. Je trouve également que notre gouvernement ne doit pas être, comme dit Eric, nous ne devons pas être la risée du monde, un pays à part. Ce n'est pas normal. Le monde a un rythme et il faudra que le Togo s'inscrive dans ce rythme-là. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu quand même un arrêt. Le 24 avril. Le minimum, c'est de laisser. Si vous permettez, je vous cite exactement ce que la Cour a dit. La Cour, je cite, la Cour a censuré la décision de la Chambre d'accusation en cassant et annulant son arrêt numéro 009/2012, comme si c'est. Voilà. Et en plus, la Cour a demandé, écoutez très bien, une détention, dit que le Togo maintient arbitrairement M. Bodiona en justice parce que les charges ne sont pas justifiées. Donc exige sa libération. Vous avez vu sur ce continent, il y a eu des arrêts de la Cour de la CEDEAO. Vous avez vu que des pays ont tout de suite réagi. Mais malheureusement chez nous, on garde M. Bodiona en prison, mais qu'on le laisse peut-être en liberté conditionnelle. Le temps pour la justice togolaise de conduire l'affaire à de fouiller, de voir si réellement il y a escroquerie. Mais lorsqu'on le prive de liberté, alors que... Est-ce que vous ne portez pas finalement, c'est pas un autre jugement, puisqu'il y a quelques semaines, des juges éminents de la CEDEAO étaient dans notre pays et ont qualifié le Togo de bon élève. Eux, ils étaient là pour une mission, ils étaient Absolument, là pour ils n'étaient pas là pour prêcher la bonne parole. Mais malheureusement, ils sont là, ils ont fait leur mission, ils l'ont réalisé, ils sont repartis. Mais je crois que dans d'autres contextes et ailleurs, ils n'auront pas tenu ce discours-là. Et là, je voudrais dire, vous avez vu, notre pays, le Togo, nous rêvons. Tu sais, l'homme naît, grandit et meurt. Nous sommes en train de vivre. Il y a des choses que nous devons vivre, à l'instar des autres jeunes et d'autres acteurs dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Bénin. Je crois que aujourd'hui, il nous faut rapidement aller à l'essentiel, parce que lorsque l'on investit des millions dans la réforme de la justice et que des dossiers comme celui-là traînent de la sorte, j'ai du mal à croire à une réforme de la justice. Il ne s'agit pas de mettre de la peinture aux locaux, des immeubles, aux immeubles. Il s'agit de renforcer les capacités des juges et de créer le cadre pour que la justice et le droit soient véritablement dits. Voilà. Et aujourd'hui, Eric, qu'est-ce que vous voulez concrètement que l'État togolais fasse? Parce que nous sommes un État souverain. C'est vrai, la Cour de justice a rendu un arrêt. Il dit, la Cour ordonne à l'État togolais d'organiser le procès de Pascal Bodiona dans les meilleurs délais, ou faute d'éléments à charge contre celui-ci, de le libérer, condamne en conséquence l'État du Togo à lui verser environ 18 millions de francs CFA, ainsi de suite. Aujourd'hui, Pascal en prison, les autres acteurs sont un peu libres dans l'espace. Qu'est-ce que l'État togolais doit faire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, ou impérativement, l'État togolais doit mettre en liberté M. Pascal Bodiona. D'abord, pour se conformer à la décision de la CEDEAO, quand même une institution bien respectée dans la sous-région. D'abord, M. Bodiona doit être en liberté. Maintenant, chercher les preuves, rassembler les éléments pour organiser rapidement le procès de M. Bodiona. Parce que, je dis, même M. Bodiona, là où il est, je ne sais pas ce qu'il pense, mais je crois que lui-même, il a envie qu'on lui fasse un procès. Parce qu'il a besoin de ça pour soit qu'on dise, voilà, vous avez réellement fait ce dont on vous accuse, ou soit vous ne l'avez pas fait. Déjà, en lui-même, il sera fier. Je pense, si j'ai l'occasion de le rencontrer, j'espère, je pense que je lui poserai cette question. Parce que lui-même, je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'il, là où il est, il a envie qu'on lui fasse son procès rapidement et qu'il soit mis à l'éjecte. Voilà. Et c'est pas ça. Et aussi que la CEDEAO se conforme, le Togo se conforme à la décision de la CEDEAO. Sinon, c'est une honte pour notre État, pour notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Élie, on peut dire qu'il y a jurisprudence? Concernant jurisprudence, parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple votre propre cour d'accusation qui annule une décision qui condamne. D'abord, un témoin sous serment est devenu, qui est rapidement impliqué. Absolument, voilà, parce qu'il était témoin sous serment, M. Bodiona.
Selon vous, c'est pourquoi au préalable j'ai parlé d'un dossier politico-juridique. C'est un cadre dans lequel le droit et la politique s'affrontent. Et s'entremêlent, je dirais plutôt. S'entremêlent et s'affrontent dans une certaine mesure. Absolument. Et tout laisse croire le déroulement le déroulé et tout jusqu'à ce jour laisse croire que la politique est en train de l'emporter sur le droit. Et parce que dans un milieu strictement juridique, on aurait rapidement fait de juger M. Pascal Bodiona et de situer les responsabilités. Et jusqu'à ce jour, si ce n'est pas fait, il y a véritablement un problème. Qu'est-ce qui bloque ce procès? Je pense que si vous lisez la première, je l'ai dit, c'est carrément, il fait de l'ombre à quelqu'un. À qui profite le crime, je le dis. Non, moi je ne veux pas aller jusque-là, mais puisque je n'ai pas les éléments pour faire cette affirmation, mais je trouve que le dossier est coincé, le dossier est lourd. Et malheureusement ou heureusement, à la Cour de justice de la CEDEAO, on peut avoir reproché des choses à cette Cour, mais la Cour a rendu un arrêt pour quand même situer pour l'heure la non-implication de M. Pascal Bodiona. Du moins, je crois que le Togo et son gouvernement doivent, en tout respect, en toute respectabilité, en tout égard pour la Cour de justice de la CEDEAO, doivent quand même se plier à cette décision-là et libérer M. Pascal Bodiona. Parce que vous avez constaté que ça ne donne pas une bonne image du Togo. Malheureusement, cette Cour, ce sont les États qui contribuent au budget de cette cour. Et je trouve que le Togo est représenté dans cette Cour. Et ça ne donne pas l'impartialité qu'il faut aux juges. Parce qu'à un moment donné, il faut aller avec tact au risque de voir telle contribution ou telle autre supprimée. Voilà. Donc, je crois qu'il faut rapidement aller à l'essentiel pour juger M. Pascal Bodiona pour que nous puissions ou le libérer sous condition. Voilà. Ça, c'est juste un sujet à la une du journal Togo-Nigba ce matin. Et puis, en rappel, le journal revient pour mentionner un peu le livre titré Le Mouton Noir de Loïc Lefort-Prigent. Ce livre dans lequel Loïc a un tout petit peu relaté les faits par rapport à cette affaire. Nous y reviendrons. Venons-en, nous restons avec Elie Mensa. Élection présidentielle, c'était hier, lundi, avec le président sortant Pierre Nkurunziza à la quête d'un troisième mandat très controversé. Il était sur son vélo arrivé et puis il n'y avait pas trop d'affluence, il y a eu des tirs, des explosions un peu par-ci. On dénombre déjà 2 morts, un policier, un civil. Quel regard vous portez sur cette façon de lire un président d'une république? Il n'y a qu'en Afrique où on peut voir des choses comme celle-là. Parodie d'élection. Je suis triste pour mon Afrique. Je suis triste à la place de Kwame Nkrumah. Je suis triste pour Sivalus Olympio. Je suis triste pour Nelson Mandela. Parce que l'Afrique, finalement, devient la risée du monde. L'Afrique, c'est le continent où la normalité s'érige en règle de droit. L'Afrique, c'est le continent où les peuples ne sont pas des acteurs du développement, mais des sujets du roi. Je suis en train, hier et aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai compris que finalement le sens et comment dire ça, la relation que les Africains ont du pouvoir demande qu'un certain nombre d'acteurs, les intellectuels africains, s'asseyent pour réfléchir. Ils sont silencieux. Oui, ils sont abasourdis. C'est un coup de massue sur la tête. Lorsque on voit une constitution comme celle-là, qui empêche un troisième mandat, mais qui, par la force des choses, a été déverrouillé et directement il va aux élections, malgré que des gens ont désisté, il va seul à ces élections-là pour les remporter. Il y a quand même un opposant. Quel opposant? Mais finalement, je me dis que les Burundais peuvent toujours espérer. Je crois qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Je suis en train de voir qu'en Afrique, nous avons une conception particulière de la politique. Et malheureusement, le Burundi est en train de montrer une image triste et négative de l'Afrique. Bon, ce qui est sûr, il va remporter ces élections. Mais puisque vous l'avez dit tout à l'heure, il est pratiquement... Oui, il va les remporter.
mais il aura du mal pour gouverner. Du moment où, je dis toujours, nous n'aurons pas un mécanisme, une forme d'organisation politique comptable, parce que les acteurs, les décideurs politiques africains ne se sentent pas redevables, ne se sentent pas comptables à leur peuple. Donc, ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ils sont présidents pour leurs femmes, leurs enfants et leurs petites familles. Ils vivent dans l'opulence le plus absolue. Et finalement, c'est ça qu'on retrouve. Et je suis triste pour le Burundi. Triste pour le Burundi. Vous partagez cette tristesse, Eric? Moi, je suis à la fois triste pour le Burundi et triste pour l'Afrique. Des fois, j'ai honte d'être africain. Et pourquoi? Quand je vais une fierté, la peau noire. Quand je dis j'ai honte d'être africain, j'ai pas honte d'avoir la peau noire. J'ai honte d'appartenir à un continent qui ne se respecte pas. Quand je dis se respecte pas, il n'y a que les pays anglophones aujourd'hui qu'on peut qualifier un petit peu de pays qui respectent un peu ce que nous appelons la politique, qui essaient de respecter un petit peu leur peuple. Mais quand on se retrouve avec des pays francophones, c'est la pagaille, la grande pagaille. Un président où le peuple vous dit n'allez pas au 3e mandat parce que la constitution de ton pays te l'interdit, tu forces à y aller, tu y vas, tu mets le peuple complètement sous ta domination, parce que tu as l'armée avec toi, ou bien une partie de l'armée qui est avec toi. Tu fais ton petit cinéma en disant que tu vas voter dans la liberté avec un petit vélo dans ton village pour que les gens pensent que tu es libre, etc. Alors qu'on a remarqué... c'est quand même une preuve qu'il y a la sécurité. Quelle sécurité? La l'adhésion du peuple. Quand il bouge, quand M. Nkurunziza, voilà, il bouge, vous avez toute une armée avec lui. Même dans ses campagnes présidentielles, quand il allait dans les petits villages, etc., d'abord, il y avait toute une armée qui venait sécuriser la région, et il y avait tout un bataillon de militaires avec lourdement armés qui le suivaient partout. Donc, lui-même, il est dans une prison dorée à l'extérieur. Donc, lui-même, il n'est pas bien dans sa tête. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, soyons sûrs, il a déjà gagné les élections d'avance. C'est une parodie d'élection. Pourquoi vous le dites? Il a gagné. Parce que quand il veut y aller, malgré que la Constitution lui interdit, c'est qu'il a tout préparé. Il sait très bien que l'opposition ne votera pas pour lui. Il sait très bien que la majorité des Burundais ne voteront pas pour lui. Mais comme d'habitude, Monsieur Rodrigue, comme d'habitude, avant vous me parlez d'urne aujourd'hui en Afrique, est-ce que ça existe vraiment ce que vous appelez pas? Non, c'est la plupart du temps, toutes ces histoires d'élections en Afrique, surtout dans certains pays, c'est juste, comme il a dit tout à l'heure mon frère, c'est une parodie d'élection. C'est-à-dire, on le fait pour qu'on a l'impression que quand même, il y a je suis là à cause des élections, mais au fond, tout est calculé d'avance. Tout est préparé d'avance. Je ne vais pas vous citer d'autres pays. C'est ce qui va se passer au Burundi. Le gars, il a déjà, il est assuré d'avoir, tenez-vous bien, je ne connais pas les chiffres, mais bientôt on va nous dire qu'il a eu 78% de, je ne sais pas quoi. Déjà, on parle d'un taux de participation assez faible. Assez faible, ce matin, assez faible, voilà. Donc, déjà, il est assuré d'avoir la majorité des votants. Donc, il va gérer le pays avec un bras de fer. Certainement, dès qu'il sera au pouvoir, vous allez commencer à voir qu'il y a des opposants politiques qui seront mis en prison. Il y aura plein de problèmes encore qui vont arriver dans ce pays. Mais j'accuse aussi une chose, l'Occident. J'accuse les pays extérieurs. Si vraiment, attendez, prenons l'exemple de M. Gbagbo. Je ne vais pas revenir sur le dossier Gbagbo et puis de Ouattara. Si on veut déloger rapidement un monsieur en Afrique, ils sont prêts pour ça. Kadhafi, je vous donne plein d'exemples en Afrique où pour déloger quelqu'un, c'est très simple pour l'Occident. Mais avec des intérêts, ils se disent, bon, on le maintient en place parce qu'on a encore nos intérêts. Il faut qu'on finisse de bouffer le maximum qu'il faut avant de réfléchir à le sortir de là. Donc, vous savez, la politique, c'est un jeu très sale, comme je l'ai souvent dit. Et je l'ai même dit une fois sur ce plateau qu'il y a des hommes politiques et des hommes d'État. Elie, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple a sa place dans le système de gouvernance des États africains? Finalement, je crois que je ne comprends même plus le mot. Le peuple, je ne comprends plus finalement parce que tout le monde se réclame du peuple. Et finalement, le peuple, il est où?
dans toute cette histoire finalement. Ça n'existe pas pour eux, le peuple n'existe pas. À un moment donné, je crois qu'il nous faut nous reposer les bonnes questions. À un moment donné, je crois même qu'à la cour du roi Shaka Zulu, il y avait plus de démocratie qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on pendait les gens, mais je crois qu'il y avait une forme d'organisation. Quand vous prenez les formes d'organisation politique anciennes, lorsque vous les visitez, vous trouvez qu'il y avait quand même un égard pour le peuple. Mais en Afrique, lorsqu'on parle du peuple, on ne se retrouve pratiquement plus. Vous imaginez qu'il y a inflation, des gens sortent pour dire non, le pouvoir d'achat baisse. Mais il y a une partie du peuple qui est capable également de sortir pour dire que tout va bien. L'inflation, c'est sérieux, c'est bon, on est à l'aise, que l'inflation devrait arriver. Donc à partir de cet instant, vous avez tout le mal du monde pour vous situer, pour comprendre les raisons qui peuvent fonder des gens bien constitués avec tout le sens, tout leur sens, pour quand même se prononcer sur de tels sujets de la sorte. Et donc en Afrique, il se pose un problème de modèle politique, de modèle de gouvernance. Et ce qu'on n'a pas, peut-être que l'Occident, à la chute du mur de Berlin, le vent de démocratie nous a été imposé. Peut-être, on n'était pas peut-être préparé. Je voudrais bien croire cela. Mais cela peut également expliquer le fait que les Africains ont franchement du mal à s'inscrire dans la démarche démocratique en ayant des institutions fortes et en respectant les lois qu'on se fixe. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut que les intellectuels africains entre guillemets, parce que pour moi l'intellectuel, c'est pas celui qui s'est gavé de diplôme. Pour moi, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de mettre son intellect au profit de la société. Et là, mon chef quartier, là, le voisin qui n'a même pas fait le CP1, s'il est capable de mettre son intellect pour le développement du pays, c'est un intellectuel pour moi. Et donc, qu'on n'écarte plus ces acteurs-là de nos milieux, qu'on les associe aux grandes décisions du pays et avec toute la sagesse que les normes et les valeurs de chez nous comportent, je crois qu'on pourra arriver à établir un modèle politique et de gouvernance un peu à l'africaine, entre guillemets, mais qui respecte les droits de l'homme. Voilà, Elie a déjà fait la transition vers une question d'inflation, puisque c'est prévu, nous allons en parler tout de suite, de pénurie de carburant. Nous sommes passés depuis hier à une augmentation des prix des produits pétroliers au Togo, dans notre cher pays. Le Togo, comment vous avez analysé cette situation? Comme d'habitude, nous sommes au Togo. Quand je dis nous sommes, vous allez me dire qu'à chaque fois je fustige l'État togolais. Bien sûr. Mais c'est pas que je ne jette pas souvent de l'eau sale sur eux, mais je jette de l'eau sale sur le système avec lequel on gouverne. À un moment donné, on se retrouve avec des stations d'essence qui n'ont plus soi-disant de carburant. On fait la queue, des fois ils nous donnent à compte-gouttes, et on a essayé de fouiller le milieu, de comprendre. Cet État togolais nous a, avec des rumeurs, il nous a dit non, il n'y a rien, il n'y a pas d'augmentation, ne vous inquiétez pas, c'est juste une rupture de stock, etc. On ne communique pas, on ne nous dit rien. À minuit, enfin quand je dis minuit, vers 23h à peu près, un communiqué qui sort qui nous dit que les prix ont changé. Et donc, il faut que les Togolais, les citoyens sont obligés de faire face à cette nouvelle réalité. Et vous pensez que c'est sérieux? De vous à moi, monsieur René, vous pensez que c'est sérieux? Il y a quand même des raisons qui motivent. Non, écoutez, lesquelles? Je vous dis, lesquelles? Si on ne communique pas, nous serons toujours obligés de les accuser. Le prix de transport maritime, par exemple. Écoutez, le prix de transport maritime, qu'on nous l'explique, qu'on nous donne des preuves, qu'on le dise quand même à nous, les journalistes, à nous, les communicateurs, pour que nous puissions relayer l'information vis-à-vis du peuple, pour expliquer ce pourquoi il y a justement cette augmentation. Là, personne ne sait, on nous parle de transport, etc., etc., d'aucuns parleront peut-être du baril, enfin, non, tout ça c'est de la gymnastique pour encore se mettre plein les poches. Ce n'est pas normal. Communiquez, dites-nous pourquoi. Et là, le peuple, quand même, n'est pas idiot. Vous avez dit communiquer. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement a sorti un communiqué. À 23h de la nuit, pour que le matin, on soit le fait accompli. Et ça, vous me parlez de communication? C'est ce qu'on appelle communication? La communication doit se faire peut-être
1, 2, 3 semaines à l'avance. Attention, il y a ta qui fait que dans quelques jours, si vous ne faites pas attention... Préparer les esprits. Absolument. Le matin, quelqu'un qui se lève à payer 5 000 francs ou 500 francs, pensant qu'arrivé à la station, il va prendre son essence à 500 et quelques francs. Il se retrouve nez à nez avec le pompiste qui lui dit non, les prix ont changé parce que le gars il va au boulot à 6 h du matin. Les prix ont changé, les prix sont devenus à 600 ou je ne sais plus, etc. Le gars... Peut-être qu'il n'a plus de carburant dans sa moto. Il est obligé de traîner sa moto jusqu'à chez lui pour... Peut-être il n'a que ça. Aller demander 100 francs ou 200 francs à quelqu'un pour rajouter, pour prendre... Vous savez, mais c'est nous prendre pour des idiots. C'est nous insulter, je dirais plutôt. Non, je ne suis pas d'accord avec le système de gouvernance. Je dis, il faut absolument... Vous savez, non, je vous dire. Tout à l'heure, M. Elie avait, n'est-ce pas, réveillé mon attention sur un cas bien précis. À l'époque, nos vieux parents, nos ancêtres étaient des grands politiciens. C'est-à-dire, ils comprenaient ce que on appelle la politique. Quand à l'époque, ce n'était pas citoyen, quand une personne de la communauté ou du village fautait, les sages l'appelaient, on faisait ce qu'on a l'abs sous palabre, voilà, l'abs sous palabre, tout ce que... C'était de la politique. Ils géraient bien. C'est à l'arrivée de cette foutue démocratie qui n'est pas peut-être... Parce que je l'ai déjà dit, qui n'est peut-être pas la démocratie à l'africaine, qui fait qu'on a que des problèmes en Afrique. Si on revenait un petit peu à une démocratie, un petit peu à l'africaine, j'ai l'impression que l'Afrique pourra s'en sortir. On va revenir. C'est très alléchant. Je vais revenir. Mais Eric, tu permets. Vous avez vu le rôle du Moro Naba dans le contexte. Absolument. Vous avez vu, n'eût été l'intervention du Moro Naba, ce serait l'hécatombe à ce niveau. Et c'est pourquoi j'ai également au Ghana. Au Ghana également avec le roi Chanti. Mais je vais vous dire une chose. Nous, par exemple, moi, excusez-moi, j'ai quand même des amis Moba. Quand vous allez à Dapon, et vous constatez qu'ils ont également un modèle traditionnel. Vous arrivez chez moi à la côte, au niveau des lacs, nous avons des chefs traditionnels qu'on respecte. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister à un jugement traditionnel, mais vous voyez une telle intelligence qui se dégage, absolument, qui se dégage d'un roi très respecté, on l'appelle le roi Ani. Oui, il sort une fois, si je me mémoire, une fois par... là-bas, à Tadou, à Toum, en tout cas dans les rayons des Wati, là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez me dire que la chefferie a perdu son identité? Ah, mais ça c'est clair, ce n'est même pas la peine. La chefferie a perdu complètement de sa valeur. La politique a eu des entrées faciles. Au niveau de la chefferie, mais malheureusement la chefferie est le gardien des valeurs culturelles. Et quand dans les autres pays, c'est différent. Oui, c'est parce que dans les autres pays, on n'a pas fragilisé ce secteur-là. Ici, on a fragilisé et affamé le secteur traditionnel et les acteurs qui le peuplent à des fins politique purement. Pour qu'ils soient dépendants. Voilà, donc ils dépendent, ils sont tributaires du politique directement, et parce que nous n'avons pas décentralisé également le pays suffisamment. Donc au lieu que ces acteurs-là soient élus à certains niveaux. Il faut rappeler quand même que dans notre pays, on arrête quand même les chefs traditionnels. On les arrête, on les bastonne. On les bastonne. Et eux-mêmes, ils ne se font pas respecter. On les met comme des sandwichs, on les amène et on les amène à des manifestations politiques. Ils font des déclarations à contre-cœur. Des fois, vous les voyez, c'est triste, mais je le dis parce que je suis Rodrigue, je suis fidèle à mes principes. Ils passent derrière les rideaux blancs. Bien. Aux côtés voilà. Bien, ils ont des 4x4, ils ont des 4x4, ils ont des bons d'essence, ils ont des facilités et des entrées. Non, là, il faut atteindre un niveau politique. Oui, mais il faut jouer les bons rôles pour avoir ce niveau. Absolument. Et lorsque vous jouez ces bons rôles que je mets entre guillemets, et vous êtes dans les grâces du pouvoir, et donc cela fragilise la base, à la base. Et donc moi, je proposerais que nos intellectuels s'asseyent pour concevoir un modèle qui prenne en compte et qui reconsidère, n'est-ce pas, les valeurs traditionnelles en donnant la place qu'il faut à ces acteurs-là. Mais quand vous allez en pays gain, le roi Lassane, c'est pas n'importe qui. Le Nana, c'est pas n'importe qui. Et même les, comme on dit, les chefs traditionnels, comme Ega et tout, c'est des acteurs. Lorsque vous assistez au jugement,
vous voyez toute l'intelligence, toute la force et la capacité de l'Africain. Mais au même moment, on a des brebis galeuses parce que moi j'en connais qui sont bien. Si c'est encadré, ça peut aller. Pour revenir, mais permettez, je dis j'en connais qui sont devenus experts en vente, double vente, triple vente, de terrain, même c'est parce que le foncier oui, le secteur du foncier, le foncier a été délaissé et malheureusement il y a eu du laisser. On va revenir sur ça. Venons à l'augmentation. À l'augmentation du prix, je crois que le minimum qu'on devrait nous servir, c'est quelques jours plus tôt un point de presse, mieux une conférence de presse, pour nous donner, en avançant, d'accord, d'abord des raisons, mais également une date indicative, butoir, à partir de laquelle les prix vont flamber. Comme ça, tout le monde se serait préparé et on aurait abondamment communiqué. Et aussi des mesures d'accompagnement. Voilà. Et donc, je crois que le pays, malheureusement, je suis désolé, j'aime bien être poli, mais je crois que le pays est géré de façon par rapport à l'humeur de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'ombre ou à la lumière, mais quand il se réveille avec l'humeur du matin, quand il est à l'aise, il met les Togolais à l'aise. Quand il est malheureux le matin, il nous met en difficulté, quoi. Monsieur Lee, c'est quand même facile qu'un matin, on décrète une hausse des prix sans donner des raisons qui soient quand même accessibles. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a baisse à l'international, la baisse ne se répercute pas proportionnellement au niveau des stations d'essence? Il y a des tasses. Il y a trop de tasses d'ailleurs. Il y a trop de tasses. Mais lorsque vous voulez être émergent, lorsque vous voulez créer un cadre d'investissement, lorsque vous mettez ces blocages, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, on parle de la création d'emplois, ils sont dans le service. Et le service, c'est quand même des mouvements. C'est quand même des mouvements et l'essence joue un rôle important. Lorsque vous ne créez pas le cadre d'investissement pour le secteur privé, comment voulez-vous? Mais vous voulez que les investisseurs étrangers viennent investir des capitaux étrangers qui vont rapatrier après. Comment voulez-vous conforter une croissance économique lorsque vous n'encouragez pas la consommation locale? Mais c'est de l'incongruité, c'est des choses qu'on apprend en première année d'économie et de gestion. Et malheureusement, il y a des professeurs d'université et d'éminents économistes, mais c'est les béabas. C'est les béabas. Lorsque vous ne créez pas, lorsque vous visitez Accra, lorsque vous voyez un peu comment la jeunesse, le mouvement, l'émulation, ce que ça donne, mais vous dites, lorsque vous traversez la frontière, vous arrivez à Lomé tout de suite, vous pensez que ceux-là, ils sont malades ou quoi? Ça ne bouge pas ici. Il y a quoi malheureusement? Même Cotonou, à côté, lorsque vous rentrez, il y a des initiatives. Vous voyez des jeunes avec des prêt-à-porter, mais pas possible. Le jeune, et qui marche très bien. Il y a de l'argent qui ici, ouvrez un prêt-à-porter. 6 mois après, vous fermez. Si vous le long des routes, vous allez voir. Mais oui, c'est vrai, on a des prêt-à-porter. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais malheureusement, vous allez voir, nous sommes, parce qu'il y a de l'investissement public, que la croissance économique au niveau de nos pays sont confortables. 5%, 6%. Mais lorsque davantage l'État, à un moment donné, il va avoir une saturation, ils ne vont plus davantage investir dans les infrastructures. On est en construction, c'est normal. Mais lorsqu'il y aura de plus en plus, même si ça continue, il y aura de l'endettement derrière. Derrière, ça va être des États qui seront extrêmement endettés. Et donc, nous risquons de chuter. Donc, je dis toujours que notre croissance, cette croissance-là, elle est flatteuse. Elle est flatteuse parce que le jour où nous allons découvrir la dette que nous avons derrière, nous allons nous dire franchement déjà de plus de 1000 milliards de dettes pour le pays. Donc la flambée des prix, moi j'ai eu tout le mal du monde à l'accepter parce que franchement j'avais des difficultés à mettre à mon niveau de l'essence dans mon taco, mais là encore c'est davantage de difficultés. Je vais faire comment pour déposer? Il faut trouver d'abord. Il faut quand même en trouver. Mais ça n'a aucun sens. Mais c'est quel type de communication? Ce qui m'étonne, c'est que vous vous rappelez qu'il y a eu un conseil des ministres à Cara, oui, où pratiquement tous les acteurs, les ministres concernés étaient présents. Mais je pense, je ne connais pas comment ça se fait, les conseils des ministres, comment on fait les décisions. Vous n'avez jamais été ministre. Oui, je sais, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que normalement, c'est des choses qui se discutent en conseil des ministres. C'est des choses qui même dans les divers. Et qu'après le ministre concerné, maintenant, viendra nous expliquer au peuple, voilà, c'est ce que nous avons dit au conseil, et c'est la décision qui va être prise dans quelques temps. Mais on a eu la chance d'avoir le résumé, parce qu'on a qualifié du premier conseil des ministres du gouvernement classe 1,
je sais pourquoi je dis classe 1. Et ce gouvernement nous a fait un point de presse à dire. Je pense qu'il y aura classe 2. Je n'en sais rien, puisqu'il y a déjà un classe 0 qui a changé en classe 1 à 18h, parce qu'on avait un gouvernement à 13h. Et déjà, bon, je ne vais pas revenir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouverneur classe 1, donc, qui a fait son conseil des ministres avec le président de la République en face, ils n'en ont pas débattu. Je ne sais pas. On nous a livré un communiqué du gouvernement sur ce qui s'était passé durant le conseil des grands points. On n'a pas vu du tout cette histoire d'essence. On n'a pas vu du tout cette histoire de soi-disant transport qui coûte cher, etc. On n'a même pas débattu, on n'en a pas parlé. Quelques jours après, on nous sort ces conneries en disant que l'essence a, n'est-ce pas, augmenté. Vous savez, j'ai l'impression, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Eli, que quand on se déplace pour aller vers Accra, un peu partout, il y a tellement un changement, on a l'impression qu'on vit. Mais quand on dépasse la frontière, on revient à Lomé, on a l'impression que tout est mort. Il va falloir qu'on ferme toutes les frontières togolaises. Qu'on prenne les 6 millions d'habitants, on est combien en ce moment? 7 millions, j'en sais rien. On tend vers 7 millions. Qu'on prenne les 6 millions, les 7 millions, qu'on nous déplace tous vers Accra, on ferme le Togo. Dans un autre pays, attendez, laissez-moi finir. Je sais, mais c'est pour vous dire voilà, c'est pour vous dire simplement que le Togolais ou le Togolais a besoin de ce que j'appelle d'éducation, a besoin de savoir-vivre, parce que tout ça, c'est du savoir-vivre. Hein. Parce que le fait, un enfant à qui tu donnes 100 francs tous les jours, et un beau matin, l'enfant ne peut pas aller à l'école, tu dis, bon, voilà, après ce matin, je te donne 50 francs. Vous savez la folie d'explication et tout. Vous voyez à peu près la réaction de cet enfant. Voilà. C'est pareil, c'est la même chose qu'on nous fait. Osons dire, bien sûr. Et c'est ça l'éducation. C'est ça le problème africain. On doit tout le temps donner d'explications, même à son enfant. Il faut communiquer. Non, je l'avais toujours dit, sur d'autres plateaux aussi, nous ne communiquons pas assez. Le gouvernement togolais ne communique pas, ou bien c'est un échec. C'est pas de la communication, ils font. Mais j'aurais aimé qu'on donne des conférences de presse, qu'on fasse des points de presse. C'est le minimum pour un État normal, pour un État rationnel. Vous allez au Bénin, les conférences de presse, c'est des petits pains que le président, il sort. Même si des fois, on fustige Yahi Boni, aller dans les quartiers, expliquer les choses, dire voilà, il y a telle chose. Malheureusement, chez nous, on nous impose les choses. Et c'est finalement, tout peut nous arriver alors. Donc peut-être demain, on ne va plus manger de la viande de et ce qui serait encore plus grave, quand on parle d'essence, là, vous savez, les prix vont commencer à flamber. Si on ne fait pas attention, le transport. Jusqu'alors, le maïs n'a pas diminué. Le prix du maïs, parce que c'est toujours à 600, 700. Mais vous savez quoi? On nous a tant dit ici qu'on allait sortir du stock de l'ANSAT. Mais on l'a sorti. Un stock qui était mauvais. On va y revenir. Nous allons aborder le troisième et dernier sujet, puisque nous avons encore moins de 10 minutes quand même. Nous allons parler de la corruption avec le Togo qui se dote donc d'un arsenal juridique pour combattre ce fléau. Ça fait un ouf de soulagement. Un ouf, non. C'est encore des tests que nous avons mis en place comme l'habitude de la maison. On nous sort des tests. On nous sort des décisions. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je vois ce qui se passe tous les jours. On nous a tout le temps sorti des belles déclarations, des belles paroles, des beaux tests, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que ça se respecte? C'est ça le problème. Je ne suis pas contre le fait qu'on a mis un observatoire de quoi qui va avoir revenons à ça. Les personnes qui seront là-dedans seront nommées en partie par certaines... Mais il y a le chef de l'État qui nomme aussi 4. Et ces 4 personnes nommées par le chef d'État, c'est le maximum. C'est-à-dire, c'est plus que les autres. Vous voulez que ça soit partial réellement? Vous voulez que ça soit une institution qui va nous dire la vérité? Si déjà le premier de Togolais a déjà ces 4 membres bien implantés dans une commission qui est censée lutter contre tout ce qui est escroc, c'est quoi, vous voulez dire que le chef de l'État est corrompu? Je n'ai pas dit ça. Oui. Je suis en train de vous dire tout simplement que normalement le chef d'État ne devrait pas avoir de nomination. Peut-être même pas, parce qu'il doit rester dans son coin, rester à l'écart, parce que c'est lui qui propose, c'est lui qui demande à gérer un pays sans escroquerie, sans
sans corruption, etc. C'est lui qui le veut. Donc lui doit se mettre à l'écart et demander à ses collaborateurs de sévir. Pour ne pas dire que demain, comme le cas se présente ailleurs, que c'est le chef d'État qui a tout fait pour que je sois en prison. Donc il faut qu'il soit à l'écart, qu'on nomme des gens complètement, comment dirais-je, qui ne sont pas du pouvoir autonome, pour gérer ces genres de commissions. Sinon, on aura toujours les mêmes choses. Non, oui, la corruption, depuis la nuit des temps, la corruption a fait partie du quotidien de l'Afrique et des Africains. Et moi, ce que je suggère tout simplement, c'est de formaliser, excusez-moi pour le style, le secteur informel pour quand même agrandir l'assiette fiscale et ça va permettre au Togo de mobiliser suffisamment de ressources à l'interne et de mettre des outils de gestion qui rendent comptables ces acteurs et ces dirigeants-là de la gestion de leur structure. C'est tout simplement cela. Qu'on nomme une cour, un comité, une commission, moi ça ne va pas arrêter la corruption. Mais du moment où vous avez une entreprise régulièrement installée, lorsque vous payez vos tasses, c'est quand même un bon début pour permettre au Togo d'avoir suffisamment de ressources. Avec l'ITIE, il y a eu au moins près de milliards qui avaient disparu. Moi, pour terminer un peu de la publication du rapport de la RMP qui la CJVR qui n'a jamais trouvé de solution. Je vais dire que la hausse des prix du gaz, nous, pour notre rédaction en secteur au niveau de l'environnement, que nous sommes une rédaction spécialisée et nous pensons que nous avons fait une petite enquête il y a quelques mois sur l'intérieur du pays. On a vu que le charbon de bois a encore pignon sur rue. Et malheureusement, cette décision-là contraste avec les bonnes intentions déclarées de nos dirigeants de protéger l'environnement. Je crois que de plus en plus, les arbres vont être abattus. Il va y avoir plus d'utilisation. C'est dangereux pour l'environnement, c'est dangereux pour l'humanité. Il faut baisser le prix. Il faut au moins le gaz le subventionner. Et là, au moins, on aura compris que l'État réellement veut protéger l'environnement, veut sauvegarder la nature. Voilà, c'est tout ce que nous... Voilà. Un dernier, on a encore 3 minutes, je crois. Est-ce que vous partagez cette préoccupation absolument, par rapport à l'environnement? Absolument. Si tu m'interdis quelque chose, il faut que tu me le remplaces par quelque chose. C'est aussi bête ce que je vous dis, mais c'est clair. Tu me l'interdis, mais remplace-moi par autre chose pour que je ne me sens pas vide. Si vous voulez que l'environnement soit protégé, que les arbres soient protégés, si je peux d'aller planter le 1er juin, un petit plan. Attendez, laissez-moi finir. Dit hier sur le plateau que le 1er juin, on met un plan à terre et au même moment, on est en train de scier au moins une dizaine à côté. Donc, c'est pas le fait d'aller de mettre un plan tous les 1er juin. Il faut des mesures d'accompagnement, comme l'a dit tout à l'heure Élie, je partage carrément son avis. Déjà, le gaz butane doit comment dirais-je, être subventionné en quelque sorte, le prix doit diminuer. Et même je vais même jusqu'à dire aux gazinières. Les gazinières, c'est-à-dire les fours. Détaxer carrément. Quand ça arrive voilà qu'on l'achète pour que le Togolais s'habitue, n'est-ce pas, à l'utilisation du gaz butane à la maison, etc. Et puis qu'on fasse tout pour sensibiliser. Parce que je dis, moi je parle souvent de la communication. Il faut aussi de la sensibilisation. Aller sur le terrain. Vous savez, déjà, quand vous faites la cuisine avec du charbon de bois, déjà, vous respirez des odeurs. Bon, monsieur l'environnementaliste va pas me démentir. Vous êtes malade. On va parler du CO2 que vous absorbez. Les gaz à effet de serre. Il faut un accompagnement de la sensibilisation, et justement, et je tiens que le gouvernement subventionne quand même le gaz butane et la gazinière même, que ce soit détaxé au port et que tout le monde puisse avoir accès. Parce que le gars qui gagne peut-être 12, 20, 30 000 francs, on ne va pas revenir à notre fameuse... peut pas s'acheter une gazinière qui coûte peut-être 60 000 ou 150 000 francs à Ramco, j'en sais rien, sans faire la publicité de Ramco. Donc c'est tout un problème. Il faut des mesures d'accompagnement pour que le Togolais puisse se sentir véritablement. Et ce mandat social, comme l'a proposé le président, les Togolais qui l'ont
quand même, qui ont placé leur confiance en lui, attendent de lui des mesures au plan social. Et la hausse des prix n'est pas ne constitue pas une mesure pour conforter le social. C'est une mesure capitaliste. C'est un mandat capitaliste, ce n'est pas un mandat social. Il y a des contraintes. Non, c'est un mandat capitaliste. Oui, mais écoutez, gouverner, c'est prévoir. Je crois qu'on doit pouvoir, il doit pouvoir donner un peu d'oxygène aux Togolais parce que c'est de trop, quoi. Le Togolais trime, le Togolais souffre. Il y a de quoi lui apporter quelques bouffées d'oxygène, quoi. Déjà, il y a des prévisions qui se font que dans 20 ans, nous serons combien de milliards sur Terre. Il faut des prévisions. C'est-à-dire, on ne gouverne pas à l'aveuglette. On ne gouverne pas en disant que bon, demain je me lève, voilà, je prends une décision. Non, il faut prévoir. C'est ça la gouvernance, c'est ça la bonne gouvernance. Prévoir. Très bien, on vous a assez compris. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à nos invités. Elie Mensah, directeur à l'information de l'agence La Verte, et puis José-Éric Gagli, directeur de publication du journal Togo Liban. Écoutez, tout ce que nous le faisons malgré des difficultés, parce que l'hymne national, la terre de nos aïeux, nous a appelés au service de la nation. Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est notre manière de bâtir la cité. Si vous pensez que nous vous avons offensé, excusez-nous, mais retenez l'essentiel, car le Togo a besoin de nous tous et de nous toutes, pas affamés, ni malades, mais vivants et ventre bien rempli pour sa construction. Bien de choses, bonne journée, bien de choses également à M. Sir Adomayapor, que nous saluons au passage.